Ce documentaire est le résultat de recherches approfondies sur la vie et l'esprit de Theodore Robert Bundy. Pour tenter de comprendre ce qui pousse un homme apparemment normal à commettre certains des actes les plus odieux jamais commis contre de jeunes filles innocentes qui avaient toute la vie devant elles, certains noms ont été changés pour protéger ceux qui ne souhaitent pas être associés à ce qu'a fait Bundy. Certains des actes grotesques qu'il a commis sur ses victimes ont également été atténués. Mais les récits sont véridiques, et les événements entourant les meurtres sont aussi précis que possible. Mais en vérité, au final, il n'y a qu'une seule personne qui sait ce qui s'est réellement passé. Et heureusement, il n'est plus parmi nous. Theodore Robert Cowell est né à Burlington, dans le Vermont, le 24 novembre 1946. Sa mère, Louise, n'était pas mariée, et sa grossesse était le résultat d'une aventure avec un marin nommé Jack Worthington, qu'il a abandonné dès qu'il a appris sa situation. En 1946, on jugeait inacceptable d'avoir un enfant hors mariage, et Louise a choisi d'accoucher au foyer Elizabeth Lund pour mère célibataire. L'accouchement s'est bien passé, et Ted était un bébé sain et normal. Peu de temps après la naissance, Louise est retournée auprès de sa famille à Philadelphie, qui, malgré la stigmatisation de l'époque, l'a accueillie, ainsi que son bébé, dans leur maison. Cependant, on pense que pendant une période de son enfance, Ted croyait que ses grands-parents étaient sa mère et son père, et que sa mère était sa sœur. On pensait également que, bien que Ted parlait affectueusement de son grand-père, la rumeur disait qu'il avait un côté bien plus sombre, un côté auquel le jeune Ted vulnérable a été exposé dès son plus jeune âge. Son grand-père avait un tempérament violent, débouchait souvent sur des violences physiques et était réputé cruel envers les animaux. Il avait aussi une collection troublante de pornographie que Ted découvrit et regarda très jeune. Les proches se rappellent que Ted avait déjà des comportements très inhabituels enfant. Une fois, alors qu'il n'avait que 3 ans, sa tante s'est réveillée et a découvert que Ted avait placé des couteaux de cuisine tout autour de son corps pendant qu'elle dormait. Il était également connu pour effrayer les membres de sa famille par ses changements de personnalité soudains, passant sans raison d'un gentil petit garçon à une personne méconnaissable. En 1949, la mère de Ted a inexplicablement changé le nom de famille de son fils, passant de Cowell à Nelson. De nombreuses années plus tard, Louise a révélé que la raison en était qu'elle avait l'intention de quitter la maison familiale pour aller vivre avec son oncle, Jack, à Washington. Son nom de famille était également Cowell, donc pour protéger son fils des moqueries, elle a décidé de le changer. En 1951, Louise et Ted ont emménagé chez l'oncle Jack, et le garçon est devenu assez proche de lui. Louise rencontra rapidement John Bundy, un ancien combattant et cuisinier qu'elle épousa. Il a rapidement adopté Ted, qui a alors pris son désormais tristement célèbre nom de famille. Après un court séjour à la campagne, la famille s'est installée à Tacoma, où Bundy a passé le reste de son enfance. L'union de sa mère avec John a donné naissance à 4 autres enfants, 2 filles et 2 garçons. Ted s'entendait bien avec ses frères et sœurs, mais était surtout proche de Richard, son plus jeune frère, et de sa mère. Sa relation avec son beau-père était conflictuelle, et Ted, plus intelligent que lui, entrait souvent en conflit avec lui, ce qui aboutissait parfois à des violences physiques. Cette tension s'est intensifiée lorsque Ted a découvert la vérité sur sa naissance illégitime, en tombant sur son certificat de naissance, qui indiquait que son père était inconnu. Cette découverte a ancré chez Ted une amertume et une rancœur qui l'ont accompagné le reste de sa vie. Les années de Ted à l'école furent assez banales, bien que, dès son plus jeune âge, il ait manifesté un intérêt malsain pour le sexe. Au fil de ses années de lycée, il est devenu en quelque sorte un solitaire qui n'avait que quelques amis. Il avait du mal à s'adapter et devenait de plus en plus isolé et en décalage avec la société dans laquelle il vivait. Malgré son retrait social et ses rares amis, il a toujours eu des admiratrices.
Même s'ils n'ont pas aimé, il n'est jamais sorti avec quelqu'un au lycée. En entrant dans l'âge adulte, il s'est senti de plus en plus attiré par le sexe opposé. Il était beau, charmant et intelligent, mais cette apparence extérieure cachait un esprit de plus en plus tourmenté, et Bundy se voyait comme un perdant et un marginal. Pendant ses années de lycée, Bundy était un sportif assidu, et bien que ses réussites aient été limitées, il est tout de même devenu un skieur accompli. Il est également devenu un voleur accompli. L'argent étant rare dans la famille, il volait souvent ce dont il avait besoin, surtout son équipement de ski. En 1965, Bundy a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires et s'est inscrit à l'université de Puget Sound, à Tacoma, bien qu'il se soit vite ennuyé et senti seul, et l'année suivante, il s'est inscrit à l'université de Washington, à Seattle. C'est là qu'il a rencontré la fille de ses rêves. Elle s'appelait Stephanie Brooks. Stephanie était légèrement plus âgée que Bundy et d'un statut social bien supérieur au sien. Mais malgré cela, ils sont devenus un couple. Bundy était épris de Stephanie et voulait à tout prix l'impressionner. Mais au fond de lui, il sentait qu'il n'était pas digne d'elle, même s'il avait cette capacité remarquable à cacher ses tourments intérieurs. Stephanie a finalement mis fin à la relation en 1968, et c'est à ce moment-là que l'esprit déjà fragile de Bundy a commencé à se dégrader. Il a décidé de quitter Seattle et l'université, disant à sa famille que les souvenirs étaient trop douloureux et qu'il avait besoin de partir. Bundy a quitté l'État de Washington à l'hiver 1968 et s'est dirigé vers San Francisco avant de prendre l'avion pour Denver afin de skier, puis vers Philadelphie pour rendre visite à sa famille. Il est ensuite revenu à Seattle pour tenter de reconstruire sa vie. Mais à ce moment-là, la rupture avait causé des dégâts irréparables, et le masque de charme et de respectabilité de Bundy cachait une personnalité profondément perturbée. À son retour à Seattle, Bundy a occupé 2 emplois. D'abord dans un magasin Safeway, puis dans un hôtel où il lavait des casseroles. Un travail qu'il a quitté dans des circonstances douteuses, à cause d'accusations de vol. Puis, après une rencontre fortuite avec un vieil ami, il a commencé à travailler pour Art Felcher, un conseiller municipal qui faisait campagne pour obtenir l'investiture républicaine au poste de lieutenant-gouverneur. Il travaillait dur et était apprécié de tous. Cependant, comme lors d'autres étapes de sa vie, il avait du mal à se faire de véritables amis. Lorsque Fletcher a perdu sa candidature au poste de lieutenant-gouverneur, ce fut un coup dur pour Bundy, qui aspirait à s'impliquer davantage dans la vie politique. À ce stade, le monstre intérieur de Bundy commençait à émerger, et il était devenu un voyeur prolifique, rôdant la nuit pour espionner des femmes sans méfiance. Il avait également une obsession extrême pour la pornographie violente. Ses ambitions politiques étant entravées, Bundy décida de reprendre ses études et, en janvier 1969, il s'inscrivit à l'université Temple à Philadelphie. À ce stade, ses pensées sombres étaient incontrôlables et il était de plus en plus tenté de passer à l'acte, d'enlever et violer une femme. On ne sait pas s'il a tué des femmes à Philadelphie, bien que beaucoup pensent qu'il est probable qu'il l'ait fait. Bundy n'est pas resté à Philadelphie et, après quelques mois, il est retourné dans l'État de Washington, où il a loué un appartement à Seattle auprès d'Ernest et Frida Rogers qui, comme tous ceux qui l'ont rencontré, considéraient Ted comme un locataire modèle, poli, serviable et jamais bruyant. Bundy s'est installé à Seattle et a travaillé dans une scierie, puis comme coursier. À l'automne 1969, il a rencontré une femme qui allait rester dans sa vie pendant les 6 années suivantes. Elle s'appelait Liz Clover, et bien que Bundy souhaitait une relation normale, et que Liz comptait beaucoup pour lui, il voyait secrètement de nombreuses autres femmes durant toute leur relation. Au début, Liz a repoussé les avances de Bundy, qui était ivre, mais après l'avoir vu avec une autre femme, elle a succombé à son physique séduisant, à son élégance et à son charme, et ils se sont tout de suite entendus. Bien que certaines choses que Bundy lui racontait sur sa vie étaient des mensonges, car à cette époque, Bundy était déjà devenu un menteur compulsif. Liz était intriguée par Bundy et son accent, qui, disait-on, ressemblait plus à celui d'un Anglais qu'à un Américain. Liz avait une fille d'un précédent mariage, et Bundy a vite adopté sa nouvelle famille, pensant avoir enfin trouvé la normalité qu'il cherchait. Cependant, quelque chose de plus fort continuait de couver dans son esprit de psychopathe, et, malgré ce nouveau lien, ses pensées odieuses étaient toujours bien présentes. Dans les mois suivants, la relation entre Ted et Liz s'est renforcée. Ils ont été présentés à leur famille, ravis de leur union. Même s'ils ne vivaient pas officiellement ensemble, Ted passait la plupart de son temps chez Liz.
Liz, qui était complètement sous le charme, a même aidé à financer son retour à l'université, et au printemps 1970, Bundy s'est de nouveau inscrit à l'université de Washington, et, ironiquement, a choisi la psychologie comme matière principale. Il a également commencé à travailler comme livreur de fournitures médicales, dont certaines qu'il volait et utilisait de manière grotesque sur les victimes de ses meurtres. Malgré cette nouvelle stabilité dans sa vie, Bundy restait un voyeur accompli, qui traquait et espionnait des femmes la nuit pour assouvir ses fantasmes sexuels. Et tout ce temps, son fantasme d'enlever et de tuer une jolie jeune fille devenait de plus en plus fort. Au cours des années suivantes, avec Liz à ses côtés, Ted s'est transformé extérieurement, passant d'un raté socialement maladroit à un homme confiant et brillant sur le plan académique. Pour son entourage, il semblait avoir un avenir prometteur. Et lorsqu'en 1973, il a finalement été accepté à la faculté de droit, il a de nouveau attiré l'attention de son premier amour, Stephanie Brooks, qui s'est soudainement intéressée à nouveau à l'homme qu'elle avait cruellement rejeté. Les deux ont recommencé à se voir. Cependant, à l'insu de Stephanie, ce n'était qu'une revanche pour Bundy. Après tout, il était toujours dans une relation stable avec Liz. Mais c'était pour lui l'occasion de se venger de son rejet et de se prouver à lui-même qu'il était finalement assez bien pour elle. Bundy a fait cela en courtisant Stephanie, qui ne se doutait de rien et en lui demandant de l'épouser, une proposition qu'elle a acceptée volontiers. Il n'avait pourtant pas l'intention de l'épouser et l'a quittée peu après. Dans son esprit, cela signifiait qu'il avait finalement gagné et que l'injustice avait enfin été réparée. Bundy avait cherché la justice qu'il pensait mériter. Il poursuivait sa vie avec Liz et, aux yeux du monde extérieur, il était le modèle d'un homme accompli, équilibré, qui restait actif dans la politique locale et était une personne que les autres respectaient. Il était même en quelque sorte admiré. Mais à l'insu de ses proches, ses pulsions s'intensifiaient et il n'était plus qu'à un pas de commettre son premier crime répertorié. La personnalité respectable dans laquelle il s'était enfermé dissimulait le monstre intérieur, qui menaçait de plus en plus de refaire surface. En 1971, Bundy a décroché un emploi de conseiller téléphonique à la Seattle Crisis Clinic, où il a rencontré l'auteur spécialisé dans les affaires criminelles, Anne Rule, qui a ensuite écrit un livre sur son collègue, judicieusement intitulé « L'étranger à mes côtés ». En 1972, Bundy a obtenu son diplôme en psychologie. Il a ensuite travaillé au Harborview Mental Health Center. Cet emploi n'a pas fonctionné car on ne le considérait pas capable de répondre émotionnellement aux besoins des patients. Il a aussi eu une brève relation avec une collègue qui, comme on l'apprendrait plus tard, a eu de la chance, car il l'emmenait souvent dans des endroits ruraux isolés lors de leur sortie. C'est aussi l'une des rares filles que Ted Bundy a avoué à Liz avoir fréquentées pendant leur brève séparation. Ted a eu du mal à supporter cette séparation et a finalement supplié Liz de le reprendre, lui déclarant son amour. Liz, qui était éperdument amoureuse de Ted Bundy, lui a pardonné et le couple s'est réuni. Ensuite, Ted est devenu membre de l'équipe chargée de réélire le gouverneur Dan Evans, un travail dans lequel Ted Bundy s'est épanoui, car il devait recueillir un maximum d'informations sur l'adversaire d'Evans, Albert Rossellini. Cela impliquait parfois de se déguiser, pratique pour laquelle Ted Bundy est devenu célèbre durant sa série de meurtres. Cette incursion politique a permis à Ted Bundy de rencontrer des figures majeures de la politique de l'État de Washington. Mais le comportement nocturne de Ted Bundy s'intensifiait, et il arpentait régulièrement les ruelles à toute heure de la nuit, planifiant son prochain coup. Liz remarquait également un changement chez l'homme qu'elle adorait, et, à une occasion, elle découvrit des gants chirurgicaux dans sa poche. Elle était loin de se douter de la folie qui régnait dans l'esprit de son compagnon et des conséquences horribles qui en découlaient. Ses pulsions étaient si fortes qu'il n'était plus qu'une question de temps avant qu'il ne mette à exécution ses fantasmes inhumains ainsi que ce qu'il préparait depuis la majeure partie de sa vie. En 1973, après un passage bref et infructueux à l'université de Puget Sound dans l'État de Washington, Bundy prit la décision de déménager dans l'Utah l'été suivant et d'intégrer la faculté de droit de l'université de l'Utah. À la fin de 1973, alors que la nouvelle année arrivait, l'esprit de Bundy était concentré et déterminé. Il s'apprêtait à déclencher une vague de terreur inédite, donnant enfin corps à ses pensées sadiques, mettant ainsi en danger toute femme à sa portée. En janvier 1974, lors d'une de ses traques nocturnes, Bundy est entré dans l'appartement de Karen Sparks, une étudiante de 18 ans à l'université de Washington.
Il a frappé la femme endormie avec une barre métallique prise sous son lit. Il a ensuite commis une agression sexuelle horrible sur Karen, inconsciente, lui causant des blessures internes épouvantables. De façon remarquable, elle a survécu malgré plusieurs jours d'inconscience, mais elle a gardé des séquelles permanentes. Bundy n'avait pas prévu d'épargner sa vie, et veillerait à être plus minutieux la prochaine fois. On pense que cette attaque a été le déclencheur des événements odieux qui ont suivi, et a donné libre cours aux fantasmes sadiques qui couvaient dans l'esprit de Bundy depuis la majeure partie de sa vie. Le 31 janvier 1974, Linda Ann Healy, une étudiante de 21 ans, profitait d'un verre avec des amis dans une boîte de nuit locale populaire auprès des étudiants. Vers 21h20, elle est rentrée à pied avec des amis jusqu'à la maison qu'elle partageait avec 4 autres personnes dans le quartier universitaire, au 5517 de la 12e rue. Elle s'est installée avec ses colocataires pour regarder la télévision, a appelé son petit ami, puis s'est retirée dans sa chambre au sous-sol. La maison était un véritable centre d'activité, et comme certains des résidents avaient égaré leurs clés, il n'était pas rare que la porte d'entrée reste ouverte jusque tard dans la nuit, ce qui n'aurait pas échappé à un voyeur comme Bundy. Personne n'a rien entendu cette nuit-là. Ils n'ont rien remarqué d'anormal avant que le réveil de Linda sonne et que ses employeurs appellent le lendemain pour demander pourquoi elle ne s'était pas présentée au travail. Après avoir vérifié sa chambre, son lit était inhabituellement bien fait, mais il n'y avait aucune trace de Linda. Ce n'est que le soir que les parents inquiets de Linda ont alerté la police, qui, au début, n'était pas préoccupée, pensant qu'il s'agissait simplement d'une autre étudiante imprévisible qui avait pris la décision spontanée de rendre visite à quelqu'un sans en informer personne. Ils n'ont fouillé sa chambre que plus tard dans la nuit, après que l'une de ses colocataires ait reçu 3 appels silencieux. En retirant les couvertures de son lit, on a découvert des taches de sang et des vêtements manquaient. Il devenait évident que quelqu'un était entré dans la maison par la porte d'entrée non verrouillée, avait attaqué Linda, la rendant inconsciente, avant de suspendre sa chemise de nuit et de rassembler des vêtements de rechange, puis de l'emporter dehors dans la nuit, vers un endroit inconnu. Dès lors, aucune femme de la région n'était en sécurité. Malheureusement, certaines n'en étaient pas conscientes. Et c'était le cas pour la prochaine victime de Bundy. Elle s'appelait Donna Gail Manson, une étudiante de 19 ans de l'Evergreen State College à Olympia. Donna s'intéressait peu à ses études et était une étudiante imprévisible et peu fiable qui aimait faire la fête et n'assistait souvent pas aux cours. Son attrait pour l'alcool et la marijuana la rendait vulnérable. Elle faisait de l'autostop et passait la nuit dehors. Le soir du 12 mars 1974, Donna a quitté son dortoir vers 19h avec l'intention d'assister à un concert de jazz organisé sur le campus. Malheureusement, elle n'est jamais arrivée. Donna a disparu avant d'atteindre le campus, enlevée par Bundy alors qu'elle se rendait au concert. Pour ses amis, son absence et sa disparition étaient typiques de Donna, et elle n'a été signalée disparue que 7 jours plus tard. Un peu plus d'1 mois plus tard, une jeune femme nommée Kathleen Cara D'Alivo a fait une rencontre troublante avec un inconnu sur le parking du Central State Washington College où elle était étudiante. Vers 22h, Kathleen quitta la bibliothèque et se dirigea vers une voiture quand elle entendit le bruit de quelque chose qui tombait sur le trottoir. Elle s'est retournée et a vu Bundy ramasser des livres, le bras en écharpe, habillé comme un étudiant. Kathleen a aidé l'homme qui semblait avoir du mal et a porté ses livres jusqu'à sa voiture, une vieille Volkswagen coccinelle marron. Kathleen est devenue nerveuse et a réalisé qu'elle pouvait être en danger. Après avoir atteint la voiture, elle s'est rapidement éloignée. Elle a eu beaucoup de chance de s'en sortir. Mais il semble que Bundy était frustré que sa victime visée lui ait échappé et il est donc parti à la recherche d'une autre. Cette malheureuse jeune fille était Suzanne Hélène Rancourt, une camarade de 18 ans qui a disparu alors qu'elle rentrait de son dortoir la même nuit et dans la même zone où Kathleen avait croisé Bundy. On a appris plus tard qu'une autre jeune fille avait aussi rencontré un inconnu le bras en écharpe, qui avait fait tomber des livres. Il n'est pas certain que ce soit la même nuit, mais c'était dans la même zone, et sûrement la même personne. À ce stade, contrairement à la disparition de Donna, la presse locale et le département de police commençaient à prêter attention à l'affaire, et, bien qu'il ne s'agisse encore que d'une affaire de disparition, un schéma commençait à se dessiner. Bundy ciblait des victimes à l'apparence similaire. Jeunes, avec de longs cheveux, avec une raie au milieu, et bien plus tard, on s'est rendu compte qu'elles ressemblaient toutes à son premier amour, Stéphanie.
Maintenant que la bête intérieure de Bundy avait été libérée, la façade de normalité qu'il montrait toujours au monde extérieur s'effondrait également. On a commencé à remarquer un changement dans sa personnalité. Sa compagne de longue date, Liz, a également remarqué que son comportement envers elle devenait de plus en plus pervers. Et, comme elle ne voulait rien avoir à faire avec cela, il est devenu maussade et préoccupé. Elle était convaincue qu'il avait rencontré une autre femme. Elle ignorait que son esprit était désormais obsédé par le meurtre. Et à une occasion, Bundy, de plus en plus dérangé, sans prévenir, a poussé Liz hors du radeau dans lequel il voyageait, dans les eaux glacées du Yakimini. Ce jour-là, Liz a vu un autre visage de l'homme qu'elle avait aimé et soutenu toutes ces années. Et pour la première fois, elle a vu le meurtrier qui se cachait en lui, celui qui lui avait dissimulé. C'était le début de la fin pour leur relation. Bundy devenait de plus en plus insaisissable, et à mesure que l'effort physique de ses meurtres commençait à le fatiguer, il se mit aussi à manquer le travail et à rater des rendez-vous. Avec l'attention médiatique croissante que recevaient les femmes disparues dans l'État de Washington, Bundy, qui lisait avidement tout ce qui concernait ses victimes, décida qu'il était temps de voyager plus loin pour trouver sa prochaine victime. Il choisit l'Oregon. Roberta Parks, une étudiante de 21 ans à l'Université d'État de l'Oregon, avait passé quelques jours difficiles. Elle avait appris que son père avait eu une crise cardiaque, et elle se posait de sérieuses questions sur son avenir avec son petit ami de longue date. Cela, ajouté à son insatisfaction croissante quant à la direction que prenait sa vie, la laissait incertaine et un peu déprimée à propos de son avenir. Pour démêler et comprendre ses pensées, il n'était pas rare que Roberta aille se promener seule la nuit. Malheureusement pour elle, dans la nuit du 6 mai 1974, cette promenade solitaire s'est avérée fatale, et cette nuit-là, Roberta a disparu sans laisser de traces. Dans la nuit du 31 mai 1974, Bundy a passé la soirée avec Liz, Tina et ses parents. Ils ont mangé une pizza en ville, puis sont retournés chez Liz. Mais Ted était nerveux et semblait pressé de partir. Non loin de là, au Flame Tavern, Brenda Carol Ball, 22 ans, passait une soirée à boire avec des amis. Brenda avait quitté l'université et profitait de la vie. Comme Donna Manson, Brenda prenait des risques. Elle faisait souvent de l'autostop et fréquentait régulièrement des bars, buvant jusqu'à tard dans la nuit. Tôt le 1er juin, Brenda, sans solution pour rentrer chez elle, a quitté le Flame Tavern avec un homme inconnu, selon certains rapports. Mais une chose est certaine, quelque temps après être partie, elle a croisé Bundy et a été brutalement assassinée et agressée. Cependant, en raison du caractère instable de son mode de vie, sa disparition n'a été signalée que le 17 juin, date à laquelle Bundy avait déjà frappé de nouveau. Sa prochaine victime fut Geordianne Hawkins, âgée de 18 ans, une étudiante de première année, populaire et travailleuse à l'université de Washington. Aux premières heures du 11 juin, Geordianne Hawkins venait de rendre visite à son petit ami, après avoir assisté à une fête de fraternité. Contrairement aux autres victimes de Bundy, elle était consciente des dangers de marcher seule la nuit et le faisait rarement. Mais cette fois-ci, elle a décidé de faire le court trajet dans la ruelle bien éclairée vers chez elle. À quelques mètres de chez elle, elle a croisé un homme apparemment handicapé, portant une attelle, des béquilles et peinant avec une mallette. Âme bienveillante, Georgia, sans percevoir de danger, a aidé l'homme à regagner sa voiture. Près de la Volkswagen Coccinelle marron, Georgien a été enlevé, tué et soumise à une agression sexuelle sadique avant et après sa mort. Mais contrairement aux fois précédentes, Bundy avait laissé des preuves. Il l'a frappée si fort avant de l'enlever qu'elle a perdu une chaussure et ses boucles d'oreilles. Objet récupéré calmement par Bundy le lendemain matin. Bundy était désormais hors de contrôle, et il devenait arrogant, se délectant de la peur qu'il suscitait. Il y avait maintenant 6 femmes portées disparues, ainsi que l'agression non résolue de Karen Sparks, et les incidents faisaient désormais la une des journaux à Washington et en Oregon. La pression montait sur les autorités pour qu'elles agissent, et pour Bundy, être au centre des conversations l'excitait et rendait ses pulsions meurtrières encore plus fortes. Cela a mené à l'un de ses actes les plus audacieux. C'était une journée ensoleillée, le dimanche 14 juillet 1974, et des familles ainsi que des touristes affluaient sur la plage du parc d'État du lac Sammamish à Issaquah, à 32 km à l'est de Seattle. L'une de ces visiteuses était Janice Ann Ott, âgée de 23 ans, agent de probation et résidente d'Issaquah,
qui posa sa serviette et ses affaires, y compris son vélo jaune, sur la plage, et s'installa pour une journée de bronzage. Janice s'était récemment séparée de son mari et se décrivait comme une femme libérée. Ce jour-là, les visiteurs de la plage remarquèrent un jeune homme séduisant et poli, en tenue de tennis blanche, bras en écharpe, qui déambulait parmi les centaines de personnes en train de bronzer, semblant chercher quelqu'un. Vers midi, il s'est assis à côté de Janice en bikini, et tous deux ont entamé une conversation. Des témoins ont déclaré que l'homme, se présentant comme Ted, a demandé à Janice de l'aider à mettre son voilier dans sa voiture. Il s'est avéré plus tard qu'il avait demandé la même chose à plusieurs femmes ce jour-là, mais la plupart d'entre elles avaient refusé. Tragiquement pour Janice, elle a accepté d'aider, a rassemblé ses affaires, et tous deux se sont dirigés vers la Volkswagen Coccinelle marron. Lorsque Janice est montée dans la voiture et que Bundy a conduit vers un endroit isolé, elle était totalement inconsciente du cauchemar qui l'attendait. Il avait encore envie de tuer et, sûr de lui, était prêt à prendre des risques inédits en plein jour pour satisfaire ses pulsions. Vers 16h, il est redescendu vers la foule et s'est remis à rôder. Bundy a abordé plusieurs jeunes femmes, encore une fois avec son histoire de voilier, mais il a été repoussé au moins à 3 reprises. Il a persisté et il était inévitable qu'il fasse une nouvelle victime. Vers 16h30, Denis Naslund, âgé de 18 ans, a quitté ses amis endormis sur la plage et s'est dirigé vers les toilettes. Elle chancelait car elle avait bu et pris de la drogue plus tôt. En sortant des toilettes, elle a parlé à un homme avec le bras en écharpe. C'était la dernière fois que quelqu'un voyait Denise, et elle a disparu sans laisser de traces. La police et le public étaient maintenant en pleine frénésie, et bien qu'il n'y ait toujours aucune preuve matérielle, la police disposait désormais d'une description de leur suspect, du véhicule qu'il conduisait probablement et du nom, Ted. Malgré cette avancée et le fait que de nombreuses connaissances de Bundy aient donné son nom, il a échappé à la capture pendant encore 15 mois. Période durant laquelle il s'est déplacé librement d'un état à l'autre, tuant à sa guise. Quelques semaines seulement après les enlèvements du lac Salmonich, au début du mois de septembre 1974, Bundy a déménagé à Salt Lake City pour commencer à la faculté de droit de l'université de l'Utah. Liz ne l'a pas suivi. Elle est restée à Seattle avec Tina, et comme cela a toujours été le cas dans leur relation, Ted a fréquenté au moins une douzaine d'autres femmes, tout en gardant le contact avec Liz. Avant de partir pour Seattle, il était aussi sorti avec Carol Ann Boone, rencontrée au département des services d'urgence de l'État de Washington. Comme Liz, Boone a compté dans sa vie. Bundy ferait sa prochaine victime sur la route de sa nouvelle maison dans l'Utah, en roulant vers l'est sur l'Interstate 84, à travers l'Idaho. Il s'est arrêté et a passé un bref coup de fil à Liz, peu de temps à avoir repris sa route. Et environ 30 minutes plus tard, juste à l'extérieur de la ville de Boise, Bundy a aperçu un autostoppeur. Il s'est arrêté avec sa Volkswagen marron et a proposé à la jeune fille de monter. Sans hésiter, elle a accepté la proposition de ce bel inconnu souriant, totalement inconsciente du fait que ce serait le dernier trajet de sa vie. Après 3 heures de route et de discussion, Bundy quittait l'autoroute et frappait la jeune fille avec une barre de fer. Il cachait la barre de fer sous son siège et, alors qu'elle vivait encore, traînait son corps inconscient à côté de sa voiture où il commettait une agression sexuelle en l'étranglant. Il restait ensuite avec le cadavre et profanait à nouveau son corps. Il a jeté son corps et ses vêtements dans la rivière, puis brûlé sa carte d'identité. Cette pauvre jeune femme n'a jamais été identifiée, et ses restes n'ont jamais été retrouvés. Après le meurtre, Bundy a poursuivi calmement sa route. Il est finalement arrivé à Salt Lake City aux premières heures du 3 septembre 1974. Il voulait refaire dans l'Utah ce qu'il avait lancé dans l'État de Washington. Mais l'étau se resserrait, et seulement 5 jours après l'arrivée de Bundy dans l'Utah, les corps de 2 de ses victimes furent retrouvés, ceux de Denise Naslund et Janice Hunt, ainsi qu'un 3e ensemble d'ossements humains, non identifiés. Leurs restes ont été découverts par un chasseur dans une zone isolée à moins de 16 km du parc d'État de Sammamish. Ces découvertes ont confirmé les pires craintes de la police et de la communauté. Les jeunes filles disparues étaient maintenant des victimes de meurtre, et un tueur en série vivait parmi eux. L'homme chargé de résoudre ces crimes odieux était le détective Robert Capel. Après son installation à Salt Lake City, Bundy est vite devenu populaire auprès de ses voisins. Bien qu'il se soit moins bien adapté à la vie universitaire,
et a eu une présence irrégulière en cours. Il a ensuite avoué qu'il trouvait les cours complètement incompréhensibles et très décevants. Entre le 20 septembre et le 8 novembre 1974, Bundy a enlevé et assassiné au moins 4 femmes. Il était maintenant loin de l'enquête frénétique dans l'État de Washington et était libre de satisfaire le désir le plus profond de sa vie, le besoin de commettre un meurtre. Le premier meurtre connu pendant cette période a eu lieu le 2 octobre, lorsque Bundy a enlevé Nancy Wilcox, âgée de 16 ans, dans une banlieue de Salt Lake City. Il l'a traînée dans une zone boisée où il l'a agressée et étranglée avant de l'enterrer à 200 miles de là, quelque part près du parc national de Capitol Reef, bien que ses restes n'aient jamais été retrouvés. Sa prochaine victime fut Melissa Smith, âgée de 17 ans, qui disparut le 18 octobre après avoir quitté une pizzeria. Melissa était la fille d'un chef de police local et son corps a été retrouvé 9 jours après son enlèvement dans une zone montagneuse proche de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois. Moins de 2 semaines plus tard, Emily Haye, âgée de 17 ans, disparut également, et son corps fut retrouvé à 14 km de là, dans le canyon d'American Fork. Les 2 femmes avaient été battues et soumises à d'ignobles viols avant d'être étranglées avec des bas en nylon. Cependant, contrairement à certaines de ses autres victimes, on pensait que Bundy avait probablement gardé ces 2 femmes en vie, très probablement inconscientes, et qu'il avait utilisé leur corps sans vie comme des jouets pour sa propre satisfaction sexuelle, les ramenant peut-être dans son appartement, jusqu'à ce qu'il les achève finalement et abandonne leur corps. Bundy semblait repousser les limites encore plus loin dans sa quête acharnée de l'euphorie. Et on pensait que Lehigh et Melissa avaient toutes 2 été lavées et que Bundy leur avait appliqué du maquillage et du vernis à ongles, soit avant, soit après leur mort. La dernière victime connue pendant cette série de meurtres de 6 semaines fut Deborah Kent, âgée de 17 ans, une élève du lycée Viewmont à Bountiful. Cependant, avant que Deborah ne connaisse sa fin horrible, Bundy avait tenté sans succès d'enlever une autre jeune fille, Carol Daronge, opératrice téléphonique de 18 ans. Cette fois, Bundy s'est fait passer pour l'agent Rosalind du département de police de Murray. Après avoir attiré Carol dans sa Volkswagen, elle a compris le danger et s'est vivement défendue. Elle a réussi à s'échapper lorsque Bundy a raté sa tentative de lui passer les menottes. Après l'incident, Ted était frustré et en pleine pulsion prédatrice, et il n'y avait qu'une seule façon d'apaiser cela. Il a aussitôt cherché une autre victime. Alors qu'il se dirigeait vers Bountiful, il se souvint que le lycée Viewmont organisait une comédie musicale. Il a vu cela comme une occasion parfaite. Il a garé sa Volkswagen sur le parking de l'école, a observé autour de lui, puis a décidé d'entrer dans l'auditorium. Sa présence a marqué, et beaucoup se rappellent l'étranger séduisant présent ce soir-là. Le concert dépassait l'horaire, et Deborah Kent, qui était assise avec sa famille, a dû partir pour aller chercher son frère. Dès que Bundy l'a aperçu, il est passé à l'action. Alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, il a attaqué Deborah, et par un moyen inconnu, l'a rendue inconsciente avant de la transporter jusqu'à sa voiture. Puis, afin d'éloigner les soupçons de sa personne, il est retourné dans l'auditorium. Dans le public ce soir-là se trouvait Susan Curtis, qui était également devenue l'une des victimes de Bundy. Alors que la famille Kent quittait la représentation ce soir-là, elle ne pouvait pas imaginer que sa vie ne serait plus jamais la même, et que leur précieuse fille était désormais loin, entassée dans la Volkswagen de Bundy, avec des horreurs indicibles qui l'attendaient. Le corps de Deborah reste introuvable. À l'extérieur de l'auditorium, les enquêteurs ont trouvé une clé qui ouvrait les menottes retirées des poignets de Carol Daronge. De retour à Seattle, la petite amie de Bundy, Liz, a lu un article sur les jeunes femmes qui disparaissaient dans les villes autour de Salt Lake City. Après la révélation des meurtres du lac Samish, Liz a contacté la police du comté de King pour partager ses soupçons sur l'homme qu'elle aimait. Mais à cette époque, aucune preuve crédible ne le reliait aux crimes de l'Utah ou aux incidents du lac Sammamish. Mais tout comme l'État de Washington vivait dans la peur, c'était désormais le cas de l'Utah. Toute la population des 2 régions vivait dans une nervosité et une angoisse constantes, se demandant qui serait la prochaine victime. Bundy prenait grand plaisir à parcourir les journaux pour trouver le prochain épisode de son règne meurtrier. L'année 1975 n'allait pas être bonne pour Bundy, car les soupçons grandissaient, mais cela n'a pas étouffé son désir ardent de tuer. Au début de l'année,
Bundy est brièvement retourné à Seattle pour passer la semaine avec Liz. Mais malgré ses soupçons, elle n'a fait aucune allusion au meurtre, ni au fait qu'elle l'avait désormais signalé à la police à 3 reprises. Mais à ce moment-là, Liz était de plus en plus convaincue que l'homme qu'elle aimait était un tueur en série brutal. Elle voulait désespérément croire qu'il ne l'était pas, et elle a méthodiquement passé en revue les dates des meurtres, les comparant aux déplacements de Bundy ces jours-là et aux appels téléphoniques qu'elle recevait de lui. Cela lui apportait du réconfort car, la plupart de ces jours, elle se souvenait que Bundy semblait normal. S'il avait vraiment tué des jeunes filles et commis des actes de nécrophilie, son comportement lors des nombreux appels téléphoniques aurait sûrement révélé des indices. Mais il s'agissait de Ted Bundy. Il n'était pas normal, c'était un sociopathe capable d'actionner un interrupteur dans son esprit, passant de monstre à jeune homme charmant en l'espace de quelques heures. De retour à Salt Lake City après sa semaine avec Liz, Bundy a décidé de voyager plus loin pour chercher ses prochaines victimes. L'État de l'Utah devenait trop risqué. Il avait instauré un règne de terreur dans tout l'État, et il était temps de passer à autre chose. Il a choisi le Colorado. Après tout, il était un skieur accompli, et il se fondrait parfaitement dans la communauté là-bas. Une communauté qui ne serait que vaguement au courant des meurtres à Washington et dans l'Utah. En janvier 1975, l'infirmière de 23 ans, Karen Helen Campbell, est arrivée au Wildwood Inn à Snowmass Village, près d'Aspen, dans le Colorado, avec son petit ami Raymond et ses enfants. Ils venaient pour une conférence médicale, tandis que Karen skierait avec les enfants. Le soir du 12 janvier, Karen a quitté le hall du Wildwood Inn pour aller dans sa chambre chercher un magazine. Son petit ami et les enfants sont restés en bas. Elle a pris l'ascenseur jusqu'à sa chambre au 2e étage, mais elle n'y est jamais parvenue. Lorsqu'elle est sortie de l'ascenseur, Bundy l'attendait. Le corps gelé, nu et partiellement dévoré de Karen a été retrouvé plus d'1 mois plus tard, à environ 4 km au sud d'Owl Creek Road. Elle présentait de graves blessures à la tête, au visage et au cou, compatibles avec des coups portés avec un objet contondant. Pendant les 2 mois suivants, Bundy est retourné étudier dans l'Utah, mais comme toujours, il était rarement présent. Pour la police, une découverte importante a été faite lorsque, le 1er mars 1975, 2 étudiants en foresterie sont tombés sur une scène macabre sur les pentes de Taylor Mountain. Après la fouille approfondie de la zone par la police, toute l'horreur des crimes de Bundy a été révélée. Les têtes de Linda Healy, Katy Parks, Suzanne Rancourt et Brenda Bull ont été découvertes. Katy Parks n'avait plus de dents supérieures. Les cheveux de Suzanne Rancourt ont été retrouvés séparés de sa tête, et une partie du crâne de Brenda Bull manquait. Ces découvertes horribles ont anéanti tout espoir pour les familles de retrouver leurs proches vivants. Il était également évident que Bundy avait utilisé cet endroit comme un dépotoir pour les têtes, et dans certains cas, avait parcouru une distance considérable pour atteindre ce lieu. La question était, où était le reste des dépouilles ? Seul Bundy le savait, et il n'était pas pressé de le révéler. Après tout, dans son esprit, il avait encore du travail à faire. Le 14 mars, Bundy a quitté son appartement dans l'Utah et s'est de nouveau dirigé vers le Colorado. Le long trajet pittoresque qui l'attendait lui a donné le temps de réfléchir et de planifier son prochain coup, alors que ses pulsions meurtrières devenaient de plus en plus fortes. On était déjà le 15 lorsque Bundy est arrivé dans sa Volkswagen au petit village de Vail, dans le Colorado. Vers 21h ce soir-là, Julie Cunningham, monitrice de ski à temps partiel, âgée de 26 ans, a quitté son appartement pour faire une courte promenade jusqu'à une taverne voisine où elle devait retrouver des amis. En chemin, elle a croisé un homme marchant avec des béquilles et ayant du mal avec son équipement de ski. Il a demandé à la jeune femme de l'aider à rejoindre sa voiture, ce que Julie a accepté. Elle n'a plus jamais été vue vivante. Bundy l'a violemment frappée, conduite dans un lieu isolé, agressée sexuellement, puis abandonné son cadavre nu sous un arbre. Bundy a admis être retourné plusieurs fois près du corps dans les jours suivants et avoir commis des actes de nécrophilie avant de l'enterrer. Son corps n'a jamais été retrouvé. Bundy était de nouveau sur la route, et le 6 avril, Denise Oliverson, âgée de 24 ans, a disparu près de la frontière entre l'Utah et le Colorado, à Grand Junction. Denise s'était disputée avec son petit ami et avait décidé d'aller chez ses parents sur un vélo jaune. Quelque part en chemin, Bundy l'a enlevé, tué et a jeté son corps dans le fleuve Colorado.
On ignore si Bundy a été interrompu ou a jugé cela trop risqué, car il était rare qu'il se débarrasse d'un corps ainsi, préférant revenir plus tard auprès du cadavre. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais son vélo et ses sandales, oui. À son retour à Salt Lake City, Bundy a pensé à envoyer des fleurs à Liz pour son 30e anniversaire. Ce geste attentionné n'apaisa pas la peur et la confusion de Liz, qui soupçonnait que son amant était peut-être un tueur en série sadique. Cependant, malgré le fait qu'elle ait de nouveau signalé ses inquiétudes à la police, il ne semblait pas plus près de l'arrêter, même s'il figurait sur leur liste de 100 suspects. Les 4 États dans lesquels Bundy avait désormais frappé commençaient à comparer leurs informations et un schéma commençait à se dessiner. Il pensait qu'il était possible qu'un seul auteur soit responsable de tous les meurtres et disparitions connus. Au début du mois de mai, Ted était de nouveau en chasse. Cette fois, il se dirigea vers le nord, en Idaho, ce qui, selon ses critères, représentait un trajet assez court, d'environ 260 km. Il a pris une chambre dans un Holiday Inn, près de l'université d'État de l'Idaho, et, pour la première fois depuis le début de ses meurtres, a été surpris par un homme en entrant dans un dortoir féminin. Faute de pouvoir confirmer son identité, il a dû partir. La première nuit dans cette région a été frustrante pour Bundy, et il est retourné dans sa chambre d'hôtel, abattu par son incapacité à trouver une victime. C'était une très mauvaise nouvelle pour Lynette Culver, âgée de 12 ans, car le lendemain, dans un changement total de tactique pour Bundy, il est monté dans sa Volkswagen et a commencé à rôder dans les rues, lorsqu'il est tombé sur un groupe d'écoliers en pause déjeuner. Bundy a garé sa voiture près de l'école et a entamé une conversation avec Lynette, qui, pour une raison quelconque, est montée sur le siège passager de sa voiture. Bundy l'a ramenée à l'hôtel Holiday Inn et est noyé dans la baignoire. Il n'était plus seulement un tueur de femmes sans relâche, il était aussi un pédophile et un meurtrier d'enfants. Bundy a jeté son corps dans une rivière au nord de la région le lendemain. Bundy est rentré dans l'Utah et, mi-mois, un ancien collègue de l'État de Washington lui a rendu visite. Parmi eux, il y avait Carol Ann Boone. Ils sont restés toute la semaine dans l'appartement de Bundy. Quelques semaines après leur départ, Bundy a fait une visite surprise à Liz, qui était, comme d'habitude, ravie de le voir. On pense qu'ils ont même parlé de mariage, même si Liz avait toujours des craintes profondes qu'il soit impliqué dans les meurtres. De la même manière, Bundy n'a jamais révélé qu'il entretenait toujours une relation avec Carol Boone. Fin juin, il désirait à nouveau un autre cadavre. Comme pour sa victime précédente, il a choisi un enfant. Elle s'appelait Susan Curtis, une jeune fille qui se trouvait dans le public la nuit où Bundy a enlevé Deborah Jean Kent au lycée Viewmont à Bountiful. Le 27 juin, Susan, âgée de 15 ans, a disparu du campus de l'université Brigham Young à Provo. Alors qu'elle marchait seule, Bundy est sorti de l'obscurité et l'a attirée vers la mort. Son corps n'a jamais été retrouvé. Dans les mois qui ont suivi, une jeune fille de Golden, dans le Colorado, nommée Shelly Robertson, a disparu, ainsi que Nancy Bayard, âgée de 23 ans, qui a disparu de son lieu de travail. Bien que Bundy n'ait pas avoué le meurtre de ces deux jeunes filles, il est tout à fait plausible qu'il en soit responsable, car il était connu pour fréquenter ces deux endroits. Le corps décomposé de Shelley a été retrouvé dans un ancien puits de mine à 40 miles à l'ouest de Golden, et Nancy n'a jamais été retrouvée. Pendant ce temps, dans l'État de Washington, les enquêteurs analysaient les nombreuses pistes qu'ils avaient recueillies, et parmi les milliers de noms proposés, celui qui revenait constamment était Theodore Robert Bundy. Aux premières heures du 16 août 1975, Bundy était garé, en train de fumer de l'herbe, dans sa Volkswagen. Il avait passé la nuit à tourner en voiture, sûrement pour chercher une fille. Les phares aveuglants de la voiture de patrouille du sergent Bob Hayward allaient le surprendre. Et dans un écart de jugement inhabituel, Bundy décida de prendre la fuite, poursuivi de près par Hayward. Finalement, Bundy se rendit et se prépara à user de son charme. À ce moment, le monde meurtrier de Bundy commença à s'effondrer. Pour la première fois, il était devenu la proie plutôt que le chasseur. Bundy a été arrêté cette nuit-là pour tentative de fuite face à la police et possession d'outils de cambriolage. Des menottes, qui faisaient en réalité partie, ont aussi été trouvées dans le coffre de son kit meurtrier contenant une cagoule de ski, des collants, un pied de biche, des menottes, des sacs, une corde, un pic à glace et d'autres objets. Après avoir été enregistré, Bundy a été libéré sur son propre engagement. Son sac de tueur a été saisi et conservé comme preuve. C'était le début de la fin. À ce stade, Bundy était devenu le principal suspect.
Et à mesure que les différents États commençaient à communiquer, tous les éléments commençaient à s'assembler. Le 21 août 1975, Bundy a été arrêté à son domicile dans l'Utah et emmené au poste de police. Il a été longuement interrogé sur le contenu du sac, mais même l'officier avait du mal à croire que l'homme sympathique qui se tenait devant eux pouvait être autre chose que cela. Mais son comportement allait changer, et le confiant Bundy allait commencer à commettre des erreurs dans son récit des événements. Toute une vie de mensonges allait s'effondrer. Les policiers ont fouillé son domicile, trouvé un guide des stations de ski du Colorado et une brochure sur la pièce du lycée Viewmont à Bountiful, mais rien d'assez incriminant pour le retenir. Et après avoir photographié sa voiture, il a de nouveau été relâché. Mais tous les éléments commençaient maintenant à s'assembler, alors que les policiers des 3 États où Bundy avait commis des crimes comparaient leurs informations. Bob à Seattle, Mike Fisher à Aspen et Jerry Thompson à Salt Lake City. Ce qui étaient 3 enquêtes distinctes n'en formait plus qu'une. Des éléments de preuve cruciaux allaient sceller l'affaire, et cela viendrait de celle qui s'était échappée, Carole Deronche. Après qu'on lui ait montré des photos de la Volkswagen Coccinelle et une photo d'identité judiciaire de Bundy, Carole a pensé que c'était l'homme qui se faisait passer pour l'agent Rosalind ce jour terrifiant, en 1974. De plus, elle a accepté d'assister à une séance d'identification. Peu de temps après sa libération, Bundy a vendu sa Volkswagen Coccinelle à un adolescent. Mais le véhicule a été saisi par la police, démonté et fouillé. Et malgré le fait que Bundy était obsédé par le nettoyage de la voiture, ils ont pu retrouver des cheveux correspondant aux échantillons prélevés sur Karen Campbell, Melissa Smith et Carole Duranch. Le 2 octobre 1975, Bundy a été placé dans une séance d'identification et a été immédiatement reconnu par Duranch comme l'homme qui avait tenté de l'enlever. Il a également été reconnu par des témoins de Bountiful qui l'ont identifié comme l'inconnu rôdant autour de l'auditorium de l'école Viewmont la nuit où Deborah Kent a disparu. Même s'il n'y avait pas à l'époque suffisamment de preuves pour le relier au meurtre de Deborah, il y en avait assez pour l'inculper pour la tentative d'enlèvement de Duranch. Bundy a été arrêté et inculpé, mais il a été libéré sous caution de 15 000 $ payés par ses parents. Pendant qu'il était en liberté sous caution, Bundy était sous étroite surveillance et il est retourné à Seattle, où beaucoup de ses anciens amis et collègues croyaient en son innocence. Il a également entrepris de reconquérir Liz, et il a réussi. Parce que, bien qu'elle ait beaucoup parlé à la police en décembre de cette année-là, il a été rapporté qu'elle ne coopérerait plus avec les autorités. Bundy l'avait séduite, et elle croyait en son innocence. Pendant les mois suivants, jusqu'à son procès en février 1976, Bundy a joué au chat et à la souris avec les autorités alors qu'elles tentaient de le surveiller. Ils étaient convaincus qu'il était le meurtrier, mais il n'y avait pas assez de preuves pour l'accuser pour l'instant. Lors de son procès, il a été jugé coupable de l'enlèvement et l'agression de Duranch. La salle d'audience était remplie de nombreux partisans de Bundy et de familles dont les filles avaient été assassinées. Preuve que, sans avoir été jugés ni arrêtés pour leur meurtre, ils le tenaient sans doute pour responsable. En juin 1976, il a été condamné à purger une peine allant de 1 à 15 ans à la prison d'État de l'Utah. Bundy a protesté de son innocence et, pour la première fois, il était enfin derrière les barreaux. Et pendant tout ce temps, Keppel, Fisher et Thompson travaillaient sans relâche, avec une détermination farouche, pour trouver suffisamment de preuves afin de monter un dossier contre Bundy et prouver une bonne fois pour toutes qu'il était un tueur. En octobre 1976, les autorités du Colorado ont inculpé Bundy pour le meurtre de Caroline Campbell. Et dans les premières heures d'une matinée glaciale, le 28 janvier 1977, Bundy fut menotté et entravé, puis embarqué dans une voiture de police banalisée pour effectuer le dernier trajet de l'Utah au Colorado, afin d'y être jugé. Ironiquement, il connaissait bien ce trajet. C'était son terrain de chasse, mais cette fois, il goûtait à son propre remède. Dès que Bundy est arrivé à l'ancienne prison un peu délabrée du palais de justice du comté de Pitkin, il a de nouveau commencé à user de son charme, et même les gardiens avaient du mal à croire qu'il était capable de ce dont on l'accusait. L'arrogant Bundy a également choisi de participer à sa propre défense, une décision dont il savait très bien qu'elle lui donnerait accès à la bibliothèque juridique et à d'autres privilèges spéciaux. Il a ensuite été transféré de Pitkin à la prison de Glenwood Spring, à 40 miles, ce qui nécessitait son transport pour les audiences. Le rusé Bundy n'avait désormais qu'une seule chose en tête. Comment il pouvait utiliser cela à son avantage et planifier son évasion.
Ce moment arriva en juin 1977, lorsque Bundy demanda à se rendre à la bibliothèque juridique du tribunal pour étudier son dossier. Il ouvrit une fenêtre et sauta du 2e étage, se foulant la cheville droite en atterrissant, mais il était de nouveau libre. Cela ne dura pas longtemps, car seulement 6 jours plus tard, il fut arrêté au volant d'une voiture qu'il avait volée et fut de nouveau capturé. Ayant goûté à la liberté, Bundy était désormais déterminé à tenter une nouvelle évasion. Et après une planification minutieuse et l'aide de co-détenus et de visiteurs, en particulier Carol Ann Boone, il a obtenu une scie à métaux et $500. Après avoir perdu 16 kilos, il a découpé un trou dans le plafond de sa cellule et s'est faufilé dans le faux plafond. Dans la nuit du 30 décembre 1977, il s'est de nouveau évadé avec succès. Cela n'a été remarqué que 17 heures plus tard, moment où il était déjà arrivé à Chicago. Dans un rebondissement, le fou était à nouveau libre, avec une seule idée en tête. Bien qu'il ait admis plus tard que son intention initiale était de trouver un travail et de se fondre dans la société sans se faire remarquer, l'envie de tuer était trop forte. Et après s'être rendu en Floride moins d'1 semaine plus tard, le 15 janvier 1978, Bundy s'est déchaîné. Il est entré dans la maison de la sororité Chi Omega de l'Université d'État de Floride par une porte arrière à serrure défectueuse. Il a ensuite frappé Margaret Bowman, âgée de 21 ans, avant de l'étrangler avec un bas en nylon. Il est ensuite entré dans la chambre de Lisa Levy, 20 ans, l'a frappée jusqu'à l'inconscience, puis agressée sexuellement. Dans une chambre voisine, il a attaqué Kathy Kleiner, lui brisant la mâchoire, puis s'en est pris à Karen Chandler. Ces attaques frénétiques ont eu lieu en seulement 15 minutes. Après avoir quitté la maison, Bundy est entré dans un appartement à 8 pâtés de maison et a attaqué l'étudiante Cheryl Thomas, lui infligeant de graves blessures à la tête. Elle a gardé une surdité permanente. Sur son lit, la police a trouvé des fluides corporels et un masque en collant contenant 2 cheveux correspondant à ceux de Bundy. À ce moment-là, Bundy, qui utilisait le nom de Chris Haggin, vivait grâce à des cartes de crédit volées et logeait dans des pensions près de l'Université d'État de Floride. Il était aussi sur la liste des 10 personnes les plus recherchées du FBI. Quelques semaines plus tard, Bundy a volé une camionnette et a parcouru 160 km jusqu'à Jacksonville, où il a abordé Leslie Parmenter, âgée de 14 ans, sur un parking. Elle a eu la vie sauve car Bundy s'est enfui lorsque le frère aîné de Leslie est arrivé. Mais cela a laissé Bundy frustré et, cet après-midi-là, il a parcouru 100 km jusqu'à Lake City, où il a passé la nuit. Le lendemain matin, Kimberly Leach, âgée de 12 ans, a disparu de son école. 7 semaines plus tard, après une recherche intensive, ses restes partiellement momifiés ont été retrouvés dans une porcherie à 55 km. Quelques jours plus tard, Bundy, sachant la police à ses trousses, a volé une voiture et pris la route vers l'ouest, à travers le nord-ouest de la Floride. 3 jours plus tard, vers 1h du matin, il a été intercepté par un policier, David Lee. Après une lutte, Bundy a finalement été appréhendé. Dans son véhicule volé, 3 jeux de pièces d'identité d'étudiantes de la FSU et 20 cartes de crédit volées ont été retrouvées. À ce moment-là, Lee ne savait pas qu'il avait arrêté l'un des fugitifs les plus recherchés d'Amérique. Il se souvient qu'en conduisant Bundy au poste de police, il a dit « J'aurais préféré que tu me tues ». Bundy savait que c'était fini, et bien qu'il continue à se faire passer pour quelqu'un d'autre, il allait bientôt être démasqué. Mais le manipulateur qu'il était ne révélerait sa véritable identité qu'à ses propres conditions, ce qui incluait de négocier l'utilisation d'un téléphone pendant 2 heures. Il a profité de ce temps pour appeler Liz et la prévenir que la nouvelle ferait grand bruit. Lors du prochain appel à Liz, il a aussi décrit ses actes comme une maladie incontrôlable. Elle a compris à ce moment-là que ses soupçons avaient été justes depuis le début. Bundy a été inculpé et jugé à Miami pour les homicides et agressions de Chi Omega. Le procès a fait la une et fut le premier diffusé à la télévision nationale aux États-Unis. Mais comme lors des audiences précédentes, Bundy voulait garder le contrôle et a insisté pour assurer lui-même sa défense. Ce fut une erreur fatale. Après tout, il était maintenant en Floride et il risquait la peine de mort. Dans un geste étrange, Bundy a rejeté un accord de plaider coupable qui lui aurait permis de plaider coupable en échange d'une peine de prison de 75 ans. Au lieu de cela, il a choisi d'aller en procès. Cependant, les preuves étaient accablantes et le jury a délibéré moins de 7 heures avant de le condamner, le 24 juillet 1979, pour les meurtres de Margaret Bowman
et Lisa Levy. Les 3 chefs d'accusation de tentative de meurtre au premier degré contre Kathy Klein, Karen Chandler et Cheryl Thomas, ainsi que 2 chefs de cambriolage. Le juge Edward Cowart a prononcé des peines de mort pour les meurtres. Bundy, bien qu'il ait tué au moins 36 femmes innocentes, n'a montré aucun remords ni reconnu sa culpabilité, déclarant au juge Cowart « Je trouve absurde de demander la clémence pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je serai torturé, je souffrirai et subirai la douleur pour l'acte, mais je ne porterai pas la culpabilité. » Le juge Cowart a condamné Bundy à la chaise électrique. Bundy allait désormais lutter pour sa vie, tout comme sa victime terrifiée. Mais finalement, malgré des années d'appel, l'issue était inévitable. En 1980, un second procès eut lieu à Orlando pour l'enlèvement et le meurtre de Kimberly Leach. Bundy a encore été reconnu coupable. Le 9 février 1980, lors de la phase de détermination de la peine de son procès, Bundy profita d'une loi obscure de Floride, stipulant qu'une déclaration de mariage faite au tribunal en présence d'un juge constituait un mariage légal. En utilisant cette loi, Bundy demanda Carol Ann Boone en mariage. Elle était au tribunal pour témoigner pour lui. Elle accepta sans hésiter et Bundy déclara devant le tribunal qu'ils étaient légalement mariés. Le lendemain, Bundy fut condamné à mort par électrocution pour la 3e fois. Lorsque la sentence a été prononcée, il se serait levé et aurait crié « Dites au jury qu'ils se sont trompés !» En 1982, Boone a donné naissance à une fille et a désigné Bundy comme le père. À la suite de ces condamnations, Bundy a subi plusieurs examens psychiatriques dans le but de comprendre ce qui pousse un homme à commettre de tels actes odieux. Mais même les experts ont eu du mal à percer l'esprit complexe de Ted Bundy. Il rejetait souvent la faute de ses actes sur d'autres personnes, notamment son grand-père violent, le fait que sa véritable filiation lui ait été cachée, et même la police, qui l'accusait d'avoir fabriqué des preuves. Il a également accusé les médias, la télévision, l'alcool, la pornographie et même ses victimes. En fait, il accusait tout et tout le monde, sauf lui-même. Les conclusions concernant l'état mental de Bundy variaient. Certains pensaient qu'il était bipolaire, d'autres qu'il souffrait d'un trouble de la personnalité antisociale, mais il ne fait aucun doute qu'il était un psychopathe. Comme avec ses victimes, il a manipulé les experts et n'a jamais montré le moindre remords pour ses actes. Le 2 juillet 1986, Bundy est à 15 minutes de son exécution. Lorsqu'il obtient un sursis d'exécution, une autre tentative est faite en novembre de la même année. Dans une tentative désespérée d'obtenir un nouveau sursis d'exécution, Bundy propose de révéler des détails sur les meurtres pour lesquels il n'a pas été condamné. Il a donné des détails sur les meurtres de Caroline Campbell et Judy Cunningham. Bien qu'il ait d'abord refusé de parler de Denise Oliverson, au total, il a avoué 30 homicides commis dans 7 États entre 1974 et 1978. Alors qu'il était mené à la chaise électrique, il a avoué le meurtre de Denise. Mais, en affront pour les familles de ses nombreuses autres victimes, il n'a ni avoué, ni révélé où se trouvaient les dépouilles encore introuvables. C'était son dernier acte de torture. Le nombre réel de victimes est presque certainement bien plus élevé. Theodore Robert Bundy a été exécuté à 7h16 le 24 janvier 1989. La mort d'un véritable fou a laissé plus de questions que de réponses. Comme il l'a souhaité tout au long de sa vie odieuse, Bundy est resté maître de la situation jusqu'à la fin, emportant avec lui les secrets de ce qu'il a fait des corps et laissant leurs proches avec une douleur indescriptible qu'ils devraient endurer pour le reste de leur vie.